Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Event News TV. L'invité que nous recevons aujourd'hui pour nous dire toute la vérité sur le Burkina Faso s'appelle Benwende Sankara. Je crois que je ne me trompe pas sur le nom. Pas du tout. Voilà. Alors, il est avocat et il est aussi homme politique burkinabé. Il est le président fondateur de l'Union pour la Renaissance, Parti Sankariste, Unir PS. Bonjour, maître Benwende. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi. Merci. Alors, vous avez été désigné récemment en présence de la veuve de Sankara, candidat des Sankaristes, un courant politique se réclamant des idéaux de l'ex-président du Burkina Faso, Thomas Sankara, assassiné lors d'un coup d'État en 1987. Après deux échecs au présidentiel de 2005 et 2010 face à l'ancien dictateur Blaise Compaoré, pensez-vous aujourd'hui être sur une bonne dynamique pour remporter la prochaine présidentielle? Je ne fais pas du tout de doute que ma candidature, qui est, si vous voulez, une candidature en corrélation avec la marche de notre peuple, soit celle-là qui reflète les aspirations des Burkinabés à un moment très important de l'histoire de notre pays et même de l'histoire africaine, parce que le Burkina Faso a montré à la face du monde qu'un peuple uni n'est jamais vaincu. Pendant plus de 27 ans, les Burkinabés ont vécu dans une espèce de chape, pour ne pas dire dans un système qui était tout à fait une dictature. C'est vrai que des élections étaient constamment et régulièrement organisées, mais celui qui est arrivé au pouvoir par des armes, Blaise Compaoré, s'arrangeait pour les remporter, souvent avec un score aligné. Donc nous pensons que le changement que les Burkinabés veulent aujourd'hui, c'est un changement à l'image de ce que le président Thomas Sankara a déjà apporté aux Burkinabés, c'est-à-dire apporter à ces 17 millions de Burkinabés qui vivent dans les limites territoriales de notre pays et à ces dizaines, sinon à cet autre 17 millions presque de Burkinabés de la diaspora, autant de bien-être, de bonheur, de paix, dans la justice sociale, dans des institutions renforcées, fortes. Et nous croyons fermement que cela est possible avec les sankaristes. Merci. En dehors, par exemple, du nom de l'héritage du président Thomas Sankara, qu'est-ce que vous proposez concrètement au Burkinabé? Parce qu'on a comme le sentiment qu'on surfe depuis toujours sur ce nom, sur cet assassinat, pour rassembler. Mais est-ce que vous avez un programme de gouvernement suffisamment cohérent pour que les Burkinabés puissent s'accrocher à vous? Très belle question. Vous savez, mon parti est né pour la première fois dans l'échiquier politique burkinabé et dans le giron des partis sankaristes en 2000. Nous avons été de ceux-là qui pensaient qu'il fallait innover. Et nous avons, par exemple, substitué à la photo du président Thomas Sankara, que beaucoup de partis politiques sankaristes présentaient, la main qui tient l'œuf. C'est le symbole de notre parti. Et à l'époque, nous disions que le président Sankara appartient à l'humanité, appartient aux Africains, appartient à tous les Burkinabés. C'est un héros national. Donc, il ne sert à rien de surfer sur la photo du président Thomas Sankara. Il faut plutôt conceptualiser ces idées et les proposer en termes d'action politique à notre peuple. Qu'est-ce que nous puisons dans ce capital, dans ce trésor, et qu'est-ce que nous pouvons faire comme action politique qui corrobore lui sa pensée. C'est ainsi que nous avons créé ce qu'on appelle le programme alternatif sankariste, qui est le pas. Et nous disons pas un pas sans le peuple, parce que Thomas Sankara aimait chaque fois répéter que mieux vaut faire un seul 10 pas avec le peuple, un seul pas avec le peuple que 10 pas sans le peuple. Et nous avons puisé dans son discours du
4 août 87, c'est-à-dire quelques 2 mois avant qu'il ne soit assassiné, toute la quintessence de notre action politique qui se résume à 1. Il faut d'abord compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces. Deuxièmement, il faut croire en l'homme et faire sa promotion. Voilà pourquoi notre projet de société est fondé d'abord sur ce que nous appelons les secteurs sociaux de base, comme l'éducation, la santé, les infrastructures, en mettant l'accent sur la réforme agraire. Le Burkina Faso est un pays agricole, c'est un pays d'élevage, et nous pensons que notre pays regorge beaucoup de ressources, d'abord humaines. Tout le monde sait que quand on parle de Burkinabé, c'est un homme travailleur, c'est un homme attaché à sa dignité. C'est pour ça d'ailleurs que le président Sankara, en 1984, a débaptisé le pays pour l'appeler le pays des hommes intègres, Burkina Faso. Et cela est un trésor qu'on ne trouve nulle part, peut-être ailleurs, pour être un peu modeste. Je pense que c'est une caractéristique principale des Burkinabés. Mais il y a des peuples qui ont su se construire avec ces valeurs-là. On ne peut pas construire un État, on ne peut pas construire une nation si vous ne partagez pas ces valeurs. Et nous pensons qu'il faut les mettre au devant. Et à partir de là, on peut construire une gouvernance démocratique, politique, économique, au profit du social. Moi, j'ai honte chaque fois quand on dit que ce pays-là est pratiquement le dernier, en tout cas l'un des derniers pays les plus pauvres de la planète. Je crois que le Burkina Faso doit être un pays mystérieux, un pays où il fera bon vivre, si effectivement les Burkinabés nous accordent leur suffrage. Parce qu'il va s'agir de travailler avec les Burkinabés dans une synergie d'action, dans une unité, et en ce moment, les chantiers que nous allons décliner vont être des chantiers de développement, de progrès. Mais nous allons combattre certainement l'injustice, l'impunité. Ce sont les mots clés que nous mettons au devant, parce qu'il va falloir d'abord déstructurer un système qui s'est ancré, qui a eu le temps de s'asseoir pendant plus de 27 ans, qui a créé des habitudes, qui a créé une mentalité, j'allais dire, de mendicité. Donc il faut d'abord déstructurer ce système-là et petit à petit instaurer un État véritablement démocratique. On vous a très bien compris, Maître Sankara. Mais vous, déjà, par exemple, en 2011, vous réclamiez le départ de Blaise Compaoré qui... Le 30 avril 2011. Voilà, on rappelle qu'il a régné 27 ans durant sur le Burkina Faso. La chute de ce régime dictatorial a été acquise de haute lutte par le peuple burkinabé. Comment est-ce que vous avez vécu cela en intérieur? Oui, vous faites bien de rappeler que le 30 avril 2011, au summum d'une énième crise que Blaise Compaoré traversait, nous avons lancé l'opération de Blaise Compaoré dégage. J'étais à l'époque chef de file de l'opposition politique, et pour ceux qui connaissent l'histoire politique de notre pays savent bien qu'il y a eu en 1998 une autre crise très grave qui était liée à l'assassinat crapuleux du journaliste Norbert Zongo. Un sujet sur lequel on va revenir d'ailleurs tout à l'heure. Tant mieux. Quand ce journaliste a été assassiné, beaucoup d'observateurs avaient pensé que Blaise Compaoré, c'était la fin de son régime. Chaque fois, je dis qu'il a eu le génie de lancer en 1999, je crois que c'était au mois de mai, le 21 mai, l'idée de créer un collège de sages. Ce collège de sages a fait des propositions, des recommandations de sortie de crise. Et ça a permis au pouvoir de se stabiliser et même de reprendre la main. Donc, une des propositions, c'était de donner un statut à l'opposition politique, conformément à la déclaration de Bamako, c'est-à-dire aller dans le sens de la charte africaine de la démocratie. Et ce statut pour l'opposition
devrait permettre, bien sûr, à tous les partis politiques de mieux s'organiser pour jouer leur rôle d'équilibre. Mais Blaise avait compris, c'est un félin, que si l'opposition s'organisait, ben, du coup, lui, il perdait. Donc, il a accepté le principe de la loi, mais il n'a jamais opérationnalisé la loi. Il a fallu la crise sociale de 2008 pour que, enfin, le pouvoir en place, donc le Congrès pour la démocratie et le progrès sont partis au pouvoir à l'époque dirigé par Rochmal Christian Kaboré, l'actuel patron du MPP, accepte bien sûr qu'on puisse revisiter cette loi, et c'est ainsi que le chef de file de l'opposition politique a été créé. J'ai assumé les premières missions donc, de cette institution qui nous a permis de fédérer tout ce qu'il y avait comme parti politique se réclamant de l'opposition. Cette synergie d'action a énormément contribué et a joué à l'avant-garde pour l'avènement de l'insurrection. Tout simplement parce que, à un moment donné, nous avons tous convenu qu'il fallait barrer la route à la révision de l'article 37 qui avait limité les mandats. Donc, que l'on soit de l'opposition modérée, radicale, y compris la société civile, tous ceux qui pensaient qu'il fallait travailler à ce que en 2015 ce soit le dernier mandat de Blaise Compaoré, on s'est tous retrouvés ensemble avec la même volonté, et cela a beaucoup payé. Donc, je pense qu'il faut inscrire déjà cet acquis au compte des sankaristes qui ont résisté depuis le 15 octobre 1987 et qui, à un moment donné, ont pu amener sur leur position les autres partis politiques, plus la société civile. Donc, cette dynamique, à partir de 2011, s'est accentuée parce qu'après les élections de 2012, tout de suite, en 2013, mon parti, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a lancé le mot d'ordre de désobéissance civile pour répondre à toute velléité de modifier l'article 37 de la Constitution. Je pense qu'il faut le souligner avec force parce qu'une insurrection ne se décrète pas. Une insurrection, ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est toute une maturation, c'est tout un combat. Et chacun, à son niveau, à un moment donné, a compris la nécessité de s'engager. Si fait qu'au soir du 31 octobre, on ne savait plus à qui attribuer la paternité de l'insurrection. C'est tout le peuple burkinabé. C'est une vraie révolution. C'est vraiment une vraie révolution. Elle est vraiment populaire. Et ça a été accepté comme tel par la communauté internationale qui a été dépêchée sur Ouagadougou pour évaluer. Et je pense que tous ceux-là que nous avons rencontrés, que ce soit les envoyés de l'ONU, de l'Union africaine, de la CEDEAO, tout le monde a reconnu que c'était une insurrection. Elle était vraiment légitime. Cela me paraît extrêmement important. Et le Burkina a même évité d'être sanctionné pour cette insurrection parce que ça ne rentrait plus dans le carcan d'un coup d'État ou d'un état d'exception. C'est le peuple qui s'est affirmé, qui s'est mobilisé, mais qui s'est exprimé. Et cela a emporté un régime. Donc du coup, vous comprenez que les autorités de la transition qui ont pu se mettre en place avaient la bénédiction de la communauté internationale. Blaise Compaoré est parti, mais il n'est pas parti vraiment très loin. Il se trouve en Côte d'Ivoire où il est réfugié sous la protection de son poulain Ouattara Alassane. C'est une chose que Ouagadougou n'apprécie pas du tout. Et depuis quelque temps, les relations entre ces deux pays ne sont plus, on va pas dire, ne sont plus au beau fixe, on va dire. Vous qui êtes candidat à la présidence, aux élections présidentielles de 2015, le 11 octobre prochain, comment est-ce que vous vivez ça et quel est l'appel que vous lancez aux autorités ivoiriennes pour que peut-être que Ouattara puisse libérer Blaise Compaoré afin qu'il puisse payer de ses crimes? Moi, je veux d'abord faire la part des choses. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre les Ivoiriens et les Burkinabés, c'est la même communauté. Nous sommes des frères et sœurs.
Blaise Compaoré, par ironie du sort, s'est retrouvé dans sa belle famille. Chez nous, on pense que c'est une honte suicidaire quand il y a des problèmes et qu'on court vers sa belle famille. Mais je dois préciser que le vrai problème va au-delà des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Je crois qu'il faut plutôt apprécier les actes crapuleux, les comportements que Blaise Compaoré, j'allais dire depuis 2002, pour ne me situer qu'à cette période où déjà, je me souviens, moi j'étais président d'un groupe parlementaire qui s'appelait Justice et Démocratie, mais quand la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire, nous avons tout de suite suspendu nos travaux pour dénoncer le comportement de Blaise Compaoré, qui avait pris position. Nous l'avons dénoncé, nous avons estimé que les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire étaient des relations de fraternité. Nous sommes liés aussi bien par l'histoire et par la géographie que nous n'avons pas intérêt à prendre position pour un camp ou pour un autre. En Afrique, on dit que quand la case du voisin brûle, vous mettez tout de suite de l'eau. Sinon, c'est votre propre case qui va brûler. Et c'est ce qui est arrivé à Blaise Compaoré parce que c'est ça l'ironie du sort. Mais Blaise a été rattrapé par son histoire. Et je pense que on ne peut pas accorder l'asile politique à Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, vu effectivement les rapports étroits qui existent entre nos deux pays. Et voilà pourquoi du côté donc, du Burkina Faso, nous avons cette espèce de gêne de voir que Blaise Compaoré est tout juste à côté. Mais je précise que, il me semble, peut-être que je me trompe, au regard de la loi ivoirienne, comme Blaise Compaoré a épousé une Ivoirienne, il peut jouir de la nationalité oui. Ivoirienne. Donc si aujourd'hui Blaise Compaoré s'en prévaut, ben, nous allons dire à nos frères de Côte d'Ivoire que désormais, ils ont un Blaise Compaoré qui est devenu peut-être ivoirien. Mais les faits pour lesquels il doit être poursuivi, ces faits ne sont pas effacés. On peut à tout moment l'interpeller, on peut le convoquer, on peut émettre un mandat d'arrêt. Et Dieu merci, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a des accords de coopération judiciaire. Donc c'est à lui de réfléchir. Il peut effectivement vouloir d'un asile doré dans sa belle famille, mais il se dira que la justice va tout de suite et maintenant le rattraper. C'est d'autant plus qu'il y a un certain nombre de dossiers, de plaintes, et la justice burkinabé est en train en tout cas de s'activer. Et tôt ou tard, il faut qu'il le réponde. Justement, alors, Blaise Compaoré, il n'est pas facile de l'effacer des esprits parce qu'il a régné, comme on l'a dit tantôt, de longues années sur le Burkina Faso. Et puis en plus, on sait qu'il a été vraiment impliqué dans plein de déstabilisations de pays de la sous-région. Et ça a été dit partout. Alors vous qui êtes avocat, vous qui connaissez l'influence que Blaise Compaoré a eue sur la sous-région et qui savez très bien que la démocratie a pris un coup, parce que Blaise Compaoré était très impliqué dans toutes ces choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez réellement lancer un appel à la Côte d'Ivoire pour que Blaise Compaoré soit livré au Burkina Faso? C'est un sujet quand même délicat, parce que la Côte d'Ivoire regorge presque 5 millions de Burkinabés. Il y a à cela un problème complexe de nationalité qui s'était posé et qui se pose toujours. Mais je dis que l'individu Blaise Compaoré en tant que tel, effectivement, s'il y a des procédures judiciaires dirigées contre lui, il doit répondre. Et en ce moment, le gouvernement de M. Ouattara, Alassane, n'a aucun intérêt à le protéger. Je crois que c'est en ce moment-là qu'on verra la bonne ou mauvaise foi du gouvernement en place. Nous avons déjà appris que le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, a fait des déclarations fracassantes du genre la Côte d'Ivoire serait prête
pour autant qu'ils sont aux affaires, à protéger M. Blaise Compaoré. Nous pensons que ce sont des déclarations qui ont leur pesant d'or, mais qui ne sont pas vraiment de nature à rassurer les Burkinabés. Des déclarations malheureuses, par exemple? Je dirais plus que malheureuses, mais nous comprenons, puisqu'il s'agissait de renvoyer l'ascenseur à leur bienfaiteur, à leur protecteur d'hier. Mais j'ai dit tout à l'heure que les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont des rapports de peuple à peuple, sont des rapports de fraternité, sont des rapports qui vont au-delà des amitiés politiques. Les hommes vont passer, mais les États vont demeurer, les peuples vont demeurer. Pour cela et pour cette raison-là, je suis en train de dire que le Burkina Faso doit tout mettre en œuvre et le plus rapidement possible les procédures qui conviennent pour pouvoir arrêter Blaise Compaoré. Et en ce moment, ni Alassane Dramane Ouattara, ni Guillaume Soro ne doivent et ne peuvent effectivement constituer des obstacles. Parce qu'en ce moment, ils violeraient les principes internationaux à la matière et ils violeraient les accords de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On va revenir au Burkina Faso, mais la sortie de crise plutôt. Et lors de sa prise de pouvoir, le président Kafando, qui dirige aujourd'hui la transition, s'était fixé pour objectif d'organiser des élections libres, transparentes, pour donner au Burkina Faso de nouvelles institutions. Il disait aussi qu'un calendrier électoral serait très rapidement établi en concertation avec la commission électorale nationale indépendante dans le mois de janvier 2015. Alors nous sommes en juin 2015. Où en sont ces déclarations, alors les engagements du président, et vous, est-ce que vous pensez que le Burkina Faso peut vraiment aller à ces élections sans heurts? Oui, les élections sont programmées pour ce qui concerne la présidentielle et les législatives pour le 11 octobre. Les élections municipales sont prévues pour le mois de janvier 2016. Et d'une manière ou d'une autre, la commission électorale nationale indépendante, la CENI, comme on l'appelle au Burkina Faso, a déclaré en tout cas être déjà prête pour organiser ces élections-là. Il y a un débat qui est en cours aujourd'hui au Burkina Faso qui consiste à poser la question de l'opportunité d'aller à une 5e république ou pas. Ce qui peut induire, est-ce qu'il faut proroger la transition ou respecter les délais? Les réactions, d'un point de vue général, convergent pour dire qu'il faut respecter la charte de la transition, qui a déjà calé des délais. Cette charte n'a pas prévu en elle-même des dispositions transitoires, ce qui veut dire que le 11 octobre, il faut aller à des élections. Maintenant, est-ce que ces élections seront des élections justes, propres, équitables? C'est le souhait de tous les acteurs politiques. Nous pensons que les acteurs politiques doivent s'investir pour contrôler la régularité du scrutin. Déjà, je crois savoir que les partenaires au développement sont également disponibles pour accompagner le Burkina Faso pour que ces élections puissent se dérouler normalement. Mais il y a un souci fondamental en ce qui concerne nous autres sankaristes, parce que nous disons qu'il ne faut pas voler la victoire du peuple. Il ne faut pas trahir l'esprit de l'insurrection. Il ne s'agit pas du haut toi que je m'y mette. Les Burkinabés ont réalisé leur insurrection avec la ferme conviction qu'il faut lui alterner désormais une société, un État à la hauteur de leur vision et de leur ambition. Et je pense qu'à ce niveau-là, il va falloir que les Burkinabés arrivent effectivement à se doter d'un État véritablement démocratique qui sera construit sur les cendres de l'insurrection. Sinon,
ça serait une récupération politicienne de l'insurrection burkinabé. Et je pense que les électeurs et surtout notre peuple nous attendent sur ce terrain. Et nous autres sankaristes, chaque fois nous le répétons à souhait que autant ce qui a été à la base de l'insurrection est encore là, autant il faut respecter le peuple dans ses choix, dans ses options, parce que ce qui l'intéresse maintenant, ce sont des solutions concrètes aux différents maux, aux différents problèmes qui se posent au Burkinabé. Quelles sont les réponses appropriées, idoines, qu'il faut amener sur le terrain de la lutte contre, par exemple, la pauvreté, sur le terrain de la lutte contre l'impunité et la corruption. Il y a eu tellement de lois, d'institutions qui ont été créées pendant plus de 27 ans sous le régime de Blaise Compaoré, mais on n'a pas vu véritablement un impact sur la vie au quotidien du Burkinabé. Maintenant, il faut un changement, mais un changement qui rapporte en termes d'éducation, en termes de santé, que les Burkinabés puissent se soigner, par exemple. Vous savez, quand vous prenez le Burkina Faso, les plus grands hôpitaux, on dirait l'hôpital Yalardo à Ouagadougou, c'est un mouloir. Si vous prenez l'hôpital encore dénommé hôpital Blaise Compaoré, financé par les Taïwanais, c'est une clinique. Si vous prenez l'accessibilité même au système de santé, tout le monde sait que la plupart des agents qui sont dans le service public de la santé ont leur clinique à côté. Le système éducatif, c'est un délabrement total. Vous avez des étudiants qui ont leur bac et ils vont à l'université, ils trouvent 4 promotions qui sont toujours en première année. Comment faire? Sans compter bien sûr notre armée qui a une armée dans l'armée avec l'histoire du régiment de sécurité présidentielle que certainement vous connaissez. C'est pour dire que il y a vraiment du boulot et ce travail devrait s'inscrire en droite ligne d'un changement vraiment alternatif, c'est-à-dire profond. Okay. Maître Sankara, merci beaucoup. Vous êtes à Paris et justement, vous êtes là parce que vous êtes, on va dire, l'avocat principal de la famille Sankara. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Alors donc, vous êtes là à Paris pour parler de cette affaire. Qu'est-ce que vous êtes venu faire concrètement? On apprend que l'État français veut s'engager pour que cette affaire puisse connaître un nouveau rebondissement. Dites-nous tout. Vous êtes là pourquoi? D'abord, je suis là tout simplement parce que des Burkinabés de la diaspora m'ont invité. Des Burkinabés qui ont suivi l'insurrection à distance souhaiteraient qu'on puisse mano to mano échanger. Ensuite, nous allons mettre à profit notre séjour pour aller à l'Assemblée nationale française. Et ça sera, en ce qui me concerne, la énième fois. Quand j'étais député, j'ai déjà porté la même requête auprès de l'Assemblée nationale. L'objectif que cette fois-ci, plus de 26 députés burkinabés ont signé, c'est de demander à leurs homologues français, donc aux députés français, de créer une commission d'enquête. Cette commission d'enquête viserait à situer la responsabilité supposée que la France a jouée dans l'assassinat du président Thomas Sankara, à l'image un peu de ce que la Belgique a pu faire en ce qui concerne l'assassinat de Patrice Lumumba. Nous disons que si la France peut se targuer d'être le pays de liberté, il n'y a pas de raison à faire obstacle, parce qu'il s'agit de chercher pour que la vérité c'est la manifestation de la vérité. Beaucoup d'eau, d'encre, de salive a circulé, mais moi je pense que c'est une belle occasion qu'on offre à la France de se disculper, de se laver de tout soupçon et de dire voilà, cette France n'y est pour rien. Donc j'ai moi espoir que nos collègues députés français vont certainement entendre raison et cette fois-ci, après surtout l'insurrection, aller dans le sens de la création de cette commission d'enquête.
Je mettrai également à profit ce séjour-là, comme nous le faisons, pouvoir expliquer surtout le sens de ma candidature. Ce n'est pas une candidature comme les autres. Je pense que ma candidature répond, si vous voulez, à un besoin profond d'un changement dans le sens d'achever notre insurrection. Nous disons, nous avons fait l'insurrection, maintenant il faut faire la révolution. Vous êtes aussi, vous avez été très actif dans l'affaire Norbert Zongo, ce confrère qui a été assassiné en 1998 au Burkina Faso, alors qu'il enquêtait sur l'assassinat du chauffeur, du frère du dictateur déchu du Burkina Faso. Alors, y a-t-il espoir que les assassins de Norbert Zongo puissent payer un jour? Alors, au moment où je vous parle, c'est avec beaucoup de plaisir, de fierté, que j'annonce à tous ceux qui nous suivent que depuis le 5 juin de cette année, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à Arusha, a rendu une troisième décision, un arrêt sur les réparations dans l'affaire du journaliste Norbert Zongo. Et cette Cour a été claire pour dire en son alinéa 10 de son dispositif que l'État de Burkina Faso doit impérativement ouvrir le dossier Norbert Zongo, mener toutes les investigations, mener toutes les poursuites et faire en sorte qu'il y ait un procès équitable. Je crois que les autorités de la transition avaient déjà anticipé en confiant le dossier à un juge d'instruction qui est en train de travailler. Mais ce qui me paraît extrêmement important dans cette décision, c'est le délai de 6 mois qu'on a donné à l'État du Burkina Faso de faire un rapport d'étape sur l'exécution de cette décision. Donc, tout à l'heure, on parlait des commanditaires, des assassins, de tous ceux qui aujourd'hui se sont enveloppés d'une carcasse d'impunité parce qu'ils étaient aux affaires. Mais des décisions comme ça, quand on sait bien que Norbert Zongo, selon le rapport de la commission d'enquête indépendante, a été tué pour des mobiles politiques parce qu'il enquêtait tout simplement sur la mort du chauffeur de François Compaoré, qui est le frère cadet donc, de l'ancien chef d'État, Blaise Compaoré, parce que désormais c'est ce titre qu'il porte, hein. Sinon chef d'État fuyard. Nous disons que si la procédure doit aller à son terme, il est évident que de gros bonnets doivent s'inquiéter. Parce qu'il y a eu tellement de noms qui avaient été cités, notamment du milieu du régime de sécurité présidentielle. Mais il y a les militaires, mais il y a aussi les commanditaires. Et la justice ne doit pas faire de distinction. Tout homme politique que vous êtes, vous n'êtes pas moins avocat. Et il y a une affaire qui secoue depuis quelque temps, la sous-région. On va revenir sur l'affaire Ouada. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Parce que depuis quelque temps, une grogne gagne la corporation des avocats dans certains pays ouest-africains. À l'instar de leurs confrères, par exemple, du Sénégal et du Bénin, les avocats ivoiriens ont pris spontanément la rue dernièrement à Abidjan pour protester contre cette fameuse affaire d'instauration au niveau barreau de l'Ouada. Vous êtes avocat, vous avez certainement un avis sur cette affaire dans laquelle est dénoncée une manigance de bâtonnier de Paris. Olivier Sûr, que je connais, pour l'avoir croisé dans l'affaire David Wedoro. À l'époque, c'est lui qui était venu défendre le pouvoir de Blaise Compaoré en place. Il n'était pas bâtonnier, et plus tard il est devenu bâtonnier. Il a été aussi au Sénégal. Je pense qu'il a aussi fait ses premiers pas en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Mais je crois que le monde judiciaire aujourd'hui traverse quand même multiples crises. Par exemple, au Burkina Faso, c'est vrai, les avocats sont de temps en temps en conflit avec les magistrats, les greffiers sont en grève depuis fort longtemps, et le souci d'uniformiser le droit des affaires dans le cadre de l'UEMOA, par exemple, c'était dans le sens des accords d'établissement.
permettre aux avocats de la même tradition juridique, notamment tradition juridique, c'est quoi? C'est le barreau français, d'avoir les mêmes avantages, les mêmes comportements. Et le WADA avait pour but, tout comme le code CIMA, d'harmoniser. Mais vous savez bien que les États ont souvent leur propre loi interne qui rentre en conflit avec les lois communautaires. Je pense que c'est vu sous cet angle que certains avocats dénoncent, bien sûr, j'allais dire, la mise en corporation d'un ordre qui n'a que son indépendance et surtout sa liberté à défendre. On n'est avocat que parce qu'on est libre et indépendant. Et dès que vous touchez à ces fondamentaux, les avocats devraient être en droit de réagir. Je ne rentre pas dans le fond parce que j'estime que, pour ma part, le principe d'uniformiser en soi n'est pas mauvais. Mais il revient aux avocats de la sous-région, aux avocats africains, notamment de traditions juridiques communes à l'UEMOA, de prendre leurs responsabilités pour créer des ordres plus forts, créer entre eux des rapports de coopération fondés sur nous-mêmes et non fondés sur Paris. Parce que je ne vois pas en quoi le barreau de Paris va chaque fois s'immiscer dans les affaires de nos barreaux. Malheureusement, on le constate. Ce qui fait que souvent même dans les chancelleries, dans les palais, vous verrez que ce sont des avocats convoyés depuis Paris, alors que nous avons des compétences nationales sur place et qui connaissent même les réalités. Pourquoi ça? Donc moi, je pense que les confrères devraient effectivement lutter contre ce que moi j'appelle une espèce de néo-domination. Ah, ils appellent ça néocolonialisme. Enfin, je dis néo-domination pour ne pas employer le mot néocolonialisme. Ah. Maître, nous avons fini cet entretien. Quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire au peuple africain d'avoir confiance en eux-mêmes. C'est la seule façon pour nous de progresser. Chaque fois, quand je pense à mon pays, le Burkina Faso, je dis ce pays-là devrait être simplement un pays plus fort, un pays mystérieux. Et je sais qu'il va de même pour tous les autres pays. On dénonce, on passe tout le temps à dénoncer les maux de l'Afrique. On passe tout le temps à chanter la misère de l'Afrique. Je suivais Alain Foucault la dernière fois parlant de l'assassinat du président Thomas Sankara. Il s'est écrit pour dire, mais le 15 octobre 1987, il n'y avait pas un plan au Conseil de l'Entente pour tuer Thomas Sankara. Ce qui est vrai. Donc, il est de la responsabilité de nous tous Africains de prendre en main notre destin. C'est ce que Sankara, en tout cas, nous avait enseigné. Et je crois que 30 ans après, il a raison. 30 ans après, il faut que les Africains, maintenant, prennent en main leur destin. Et je crois que nous pouvons y arriver si nous acceptons d'oser maintenant créer les conditions de notre présent, mais aussi de l'avenir de nos générations. Merci beaucoup, Maître Sankara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Téléspectateurs d'Eventnews TV, nous recevons, comme je l'ai dit tantôt, Maître Benwedé Sankara, avocat. Il est le président fondateur de l'Union pour la Renaissance, Parti Sankariste, UNIR-PS. Maître, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.